Dans une petite ville du Brésil, 4 religieuses ont mystérieusement disparu après avoir découvert un secret dangereux. Pendant plus de 3 décennies, leur destin est resté inconnu. Mais parfois, les murs des vieux bâtiments gardent des secrets que le temps ne peut effacer. C'était l'hiver austral de juin 1980 au Brésil. La petite ville de Santa Clara, dans le Rio Grande do Sul, voyait ses rues pavées recouvertes d'une fine brume matinale. Le collège Saint-Joseph se dressait majestueusement au centre de la ville, son architecture coloniale imposante témoignant de ses 150 années d'existence. Les cloches du collège résonnaient chaque matin à 7 heures précises. Les élèves en uniforme bleu marine se pressaient dans les couloirs froids, aux murs ornés de crucifix en bois sombre. L'odeur de cire d'abeilles utilisée pour polir les planchers en bois se mêlait aux effluves de café provenant du réfectoire des religieuses. 4 sœurs enseignantes formaient le pilier de l'institution éducative. Sœur Maria Conceição, la plus âgée, enseignait les mathématiques avec une précision méticuleuse depuis 27 ans. Ses yeux vifs, derrière des lunettes à monture épaisse, manquaient rarement une erreur de calcul ou un élève distrait. Sœur Luisa dirigeait le département de sciences. Sa passion pour la botanique avait transformé le jardin de l'école en véritable laboratoire vivant, où les élèves apprenaient en observant la nature. Sa voix douce contrastait avec ses mains robustes, marquées par le travail de la terre. Sœur Angelina, responsable de la bibliothèque et professeure de littérature, parlait 3 langues et encourageait les élèves à explorer le monde à travers les livres. Les étagères de la bibliothèque étaient méticuleusement organisées selon son système unique, compréhensible seulement pour ceux qui prenaient le temps de l'apprendre. La plus jeune, sœur Teresa, enseignait la musique et dirigeait la chorale de l'école. Son énergie contagieuse et son rire cristallin résonnaient souvent dans les couloirs austères du vieux bâtiment, apportant une touche de légèreté dans la discipline stricte de l'institution. Les 4 religieuses partageaient plus que leur vocation d'enseignante. Elles avaient développé une réputation d'intégrité et de dévouement qui inspirait respect et confiance. Les élèves leur confiaient leurs secrets. Les parents cherchaient leurs conseils. Et la communauté voyait en elle des piliers moraux inébranlables. Le père Roberto, trésorier du collège depuis 5 ans, gérait les finances avec une apparente rigueur. Son bureau était toujours fermé à clé, ses dossiers parfaitement alignés sur son bureau en acajou. Il parlait peu, mais souriait beaucoup, particulièrement lors des visites régulières de certains hommes d'affaires locaux. Le changement commença subtilement. Sœur Conceição remarqua des irrégularités dans les registres financiers lors d'une réunion administrative. Des sommes importantes destinées aux rénovations et aux fournitures scolaires semblaient se volatiliser sans explication adéquate. Les 4 religieuses commencèrent à se réunir tard le soir dans la bibliothèque, après que les élèves soient partis. Elles comparaient des notes, vérifiaient des factures et compilaient des preuves. Leur enquête discrète révéla un schéma troublant de détournement de fonds impliquant le père Roberto et plusieurs hommes d'affaires influents de la région. Sœur Luisa documenta méthodiquement leur découverte dans un journal qu'elle gardait sous sa paillasse. Sœur Angelina rédigea une lettre détaillée adressée à l'archevêché. Sœur Teresa remarqua que leur conversation semblait attirer l'attention. Elle avait surpris le père Roberto rôdant près de la bibliothèque tard un soir. Le 28 juin 1980, Sœur Conceição informa la mère supérieure qu'elles avaient des preuves de malversation financière grave. La mère supérieure, visiblement troublée, leur demanda de remettre tous les documents et promit de contacter les autorités ecclésiastiques appropriées. Le lendemain matin, les cloches sonnèrent comme d'habitude. Les élèves arrivèrent comme d'habitude. Mais les 4 religieuses enseignantes ne se présentèrent pas à leur classe. Leurs chambres étaient vides, leurs lits défaits, certains effets personnels manquants. La mère supérieure annonça officiellement que les 4 sœurs avaient quitté l'ordre pendant la nuit, abandonnant leurs vœux sans explication. Les rumeurs se répandirent rapidement dans la petite ville. Certains parlèrent d'une crise de foi collective, d'autres
de tentations mondaines. Les documents concernant les irrégularités financières avaient mystérieusement disparu. Les recherches initiales furent superficielles. La police locale accepta rapidement la version de l'abandon volontaire, malgré l'absence de témoins ayant vu les religieuses quitter la ville. Les familles des sœurs, vivant dans différentes régions du pays, reçurent des lettres expliquant vaguement une décision de prendre un nouveau départ, lettres qu'elles trouvèrent étrangement impersonnelles. Le collège Saint-Joseph continua de fonctionner. Le père Roberto fut promu directeur financier avec des responsabilités élargies. Les jardins botaniques de sœur Louisa furent transformés en potager pour la cantine scolaire. La chorale de Sœur Teresa fut dissoute. La bibliothèque de sœur Angelina fut réorganisée. Les classes de mathématiques de sœur Conceição furent reprises par un nouveau professeur laïque. Lentement, le souvenir des 4 religieuses commença à s'estomper. Mais dans les couloirs du vieux bâtiment, certains élèves juraient parfois entendre des bruits étranges provenant des murs ou du plafond, surtout la nuit. Les années passèrent avec la lenteur inexorable du temps qui efface les souvenirs. Une décennie entière s'écoula, puis une autre. Le collège Saint-Joseph continua d'éduquer les enfants de Santa Clara, son prestige grandissant sous la direction du père Roberto, devenu Monseigneur Roberto. Les anciens élèves qui se souvenaient encore des 4 religieuses disparues parlaient parfois d'elles lors des réunions d'anciens. Leurs récits devenaient de plus en plus teintés de nostalgie et de mystère, transformant progressivement l'histoire en légende urbaine. Le potager de l'école produisait des légumes remarquablement abondants. Les cuisinières remarquaient souvent que leurs réserves diminuaient mystérieusement pendant la nuit, mais attribuaient ces disparitions aux souris ou aux élèves chapardeurs. Personne ne remarquait que les pertes correspondaient toujours au jour, suivant la préparation des plats préférés de sœur Teresa. Les nouveaux enseignants rapportaient parfois des incidents inexplicables. Des notes apparaissaient mystérieusement sur leur bureau, signalant des erreurs dans leurs cours ou suggérant une attention particulière pour certains élèves en difficulté. Ces messages, écrits d'une écriture fine et désuète, étaient généralement attribués à des collègues bien intentionnés. Derrière les murs du collège, une réalité bien différente se déroulait. Dans les combles poussiéreux du bâtiment principal, un espace avait été transformé en prison improvisée la nuit où les 4 religieuses avaient disparu. Le père Roberto et ses complices, alarmés par l'enquête des religieuses sur leur système de blanchiment d'argent, avaient agi rapidement et sans merci. Les sœurs avaient été surprises dans leur sommeil, bâillonnées et conduites dans cette pièce cachée, accessible uniquement par une trappe dissimulée dans le plafond du bureau du directeur. Les premiers mois de captivité furent les plus difficiles. Enfermées dans un espace confiné sous les toits, les religieuses subissaient la chaleur étouffante de l'été et le froid mordant de l'hiver. Leur geôlier leur fournissait le minimum vital en nourriture et en eau, mais refusait tout médicament ou soin. Sœur Conceição, déjà affaiblie par des années de diabète non traité, fut la première à succomber. Dans les ténèbres de leur prison, ses compagnes récitèrent les prières des morts et pleurèrent en silence, craignant d'alerter les élèves qui étudiaient dans les salles en dessous. Une nuit, le père Roberto et le jardinier montèrent dans le grenier. Ils emportèrent le corps de sœur Conceição. Dans l'obscurité du potager, ils creusèrent une tombe anonyme, parmi les plants de tomates que sœur Louisa avait autrefois « chérisse ». Sœur Angelina développa une pneumonie pendant le 2e hiver de leur captivité. Sans médicaments et affaiblie par les conditions insalubres, elle rejoignit sœur Conceição dans le royaume des cieux. Son corps fut enterré à côté de celui de sa compagne, enrichissant involontairement le sol du jardin de l'école. Sœur Louisa résista plus longtemps, sa constitution robuste et sa connaissance des plantes lui permettant de concocter des remèdes rudimentaires avec les herbes séchées qu'elle avait gardées dans ses poches le jour de leur enlèvement. Mais la tuberculose finit par l'emporter durant la 4e année de captivité. Le potager accueillit une 3e tombe anonyme. Seule sœur Teresa survécut.
La plus jeune et la plus agile des quatre, elle découvrit un jour que le système de ventilation du vieux bâtiment passait près de leur prison. Pendant que ses compagnes s'affaiblissaient, elle travaillait patiemment à élargir une ouverture dans le mur, grattant le plâtre vieillissant avec une cuillère tordue. Lorsque sœur Louisa mourut, Teresa était déjà capable de se faufiler dans les conduits de ventilation. Elle ne pouvait pas s'échapper complètement, les sorties étant trop bien surveillées, mais elle pouvait se déplacer dans tout le bâtiment, invisible et silencieuse comme un fantôme. Elle apprit à naviguer dans le labyrinthe de conduits, mémorisant les horaires de l'école et les habitudes du personnel. La nuit, elle se glissait dans la cuisine pour prendre juste assez de nourriture pour survivre. Elle écoutait les conversations à travers les grilles de ventilation, apprenant ainsi que le monde extérieur croyait à leur abandon volontaire. Pendant des années, Teresa vécut ainsi, mi-prisonnière, mi-fantôme. Elle vieillissait dans l'ombre, ses cheveux autrefois noirs devenant blancs, son visage se creusant, ses mains devenant calleuses à force de ramper dans les conduits poussiéreux. Elle commença à laisser de petits messages, d'abord pour rappeler au monde que ses sœurs et elle avaient existé, puis pour aider secrètement les élèves qu'elle observait depuis les conduits. Elle connaissait leurs problèmes, leurs peurs, leurs besoins. Elle devint une présence invisible mais bienveillante, une légende chuchotée entre les élèves qui parlaient du fantôme bienveillant de l'école. Pendant ce temps, Monseigneur Roberto prospérait. Son réseau de blanchiment d'argent s'étendait maintenant bien au-delà de la petite ville. Les fonds détournés servaient à financer un empire immobilier et commercial florissant. Personne ne questionnait la source de cette richesse, attribuée à une gestion financière exemplaire et à de généreux donateurs anonymes. Les complices du prêtre incluaient le maire de la ville, 2 juges régionaux et plusieurs entrepreneurs importants. Ensemble, ils contrôlaient pratiquement tous les aspects de la vie économique et politique de Santa Clara. Leur influence assurait que personne ne creusait trop profondément dans le passé ou ne posait de questions inconfortables. Mais les secrets, même les mieux gardés, finissent par ressurgir. Et parfois, la vérité attend patiemment dans l'ombre, attendant le moment propice pour se révéler. Le printemps 2012 apporta des pluies inhabituellement fortes à Santa Clara. Les toits anciens du collège Saint-Joseph, négligés malgré l'apparente prospérité de l'institution, commencèrent à montrer des signes de faiblesse. Des taches d'humidité apparurent sur les plafonds de plusieurs salles de classe et des gouttes d'eau perturbaient les cours lors des averses les plus violentes. Paulo Mendes, électricien de 42 ans, fut appelé pour vérifier le système électrique après qu'un court-circuit eut plongé l'aile et du bâtiment dans l'obscurité. Fils d'une ancienne élève qui avait souvent parlé avec nostalgie des 4 religieuses disparues, Paulo avait grandi en entendant des histoires sur ces femmes extraordinaires. Le nouveau directeur, beaucoup plus jeune que Monseigneur Roberto, maintenant semi-retraité, donna à Paulo l'autorisation d'accéder au comble pour inspecter le câblage vieillissant. Personne n'avait pénétré dans certaines parties des greniers depuis des années, les rénovations ayant toujours privilégié les espaces visibles par les parents et les visiteurs. Équipé d'une lampe frontale et de ses outils, Paulo se hissa dans l'espace poussiéreux au-dessus du faux plafond. L'air était lourd et stagnant, chargé de décennies de poussière et d'humidité. Des toiles d'araignée pendaient comme des rideaux grisâtres entre les poutres en bois sombre. Paulo progressait lentement, testant chaque planche avant d'y époser son poids, conscient de la fragilité du vieux bois. Sa lampe projetait un cercle de lumière jaune qui semblait à peine percer l'obscurité environnante. Le silence était profond, interrompu seulement par les craquements occasionnels du bâtiment et le murmure distant des voix d'enfants dans les classes en dessous. En déplaçant une pile de vieilles décorations de Noël, Paulo découvrit quelque chose d'inattendu. Un petit cahier à la couverture usée était coincé entre 2 poutres. Intrigué, il le saisit et souffla la poussière qui le recouvrait. Le cahier semblait ancien, ses pages jaunies par le temps. Paulo ouvrit le cahier et reconnut immédiatement le type d'écriture caractéristique des religieuses, avec ses boucles élégantes et ses traits précis.
C'était un journal daté de 1980. Le nom inscrit à l'intérieur de la couverture était celui de Sœur Louisa. Les premières entrées parlaient de la vie quotidienne au collège, des préoccupations concernant certains élèves, des plans pour le jardin botanique. Puis le ton changea. Sœur Louisa commençait à noter des observations sur des irrégularités financières, des réunions tardives avec ses 3 compagnes, des soupçons grandissants concernant le père Roberto. La dernière entrée, datée du 27 juin 1980, annonçait leur intention de présenter leurs preuves à la mère supérieure le lendemain. Sœur Louisa exprimait sa nervosité, mais aussi sa conviction qu'elle faisait ce qui était juste. Polo resta immobile, le cahier tremblant légèrement dans ses mains. Cette découverte contredisait complètement l'histoire officielle d'abandon volontaire. Pourquoi le journal de Sœur Louisa se trouvait-il dans les combles si elle avait quitté l'école de son plein gré? Déterminé à comprendre, Polo poursuivit son exploration avec une attention renouvelée. Sa lampe balaya méthodiquement l'espace poussiéreux, cherchant d'autres indices. Dans un coin éloigné, il remarqua quelque chose d'étrange. Le bois du plancher semblait différent, plus récent que le reste. En examinant de plus près, Polo découvrit que certaines planches n'étaient pas clouées comme les autres, mais simplement posées. Avec précaution, il souleva l'une d'elles, révélant un espace en dessous. Sa lumière éclaira ce qui semblait être une pièce cachée, accessible par cette trappe improvisée. Le cœur battant, Polo élargit l'ouverture et se glissa dans cet espace inconnu. Ce qu'il découvrit le glaça d'horreur. La pièce contenait les vestiges évidents d'une longue occupation forcée. Un matelas mince et décomposé, des couvertures usées jusqu'à la trame, un seau qui avait manifestement servi de toilette, des bols ébréchés. Sur les murs, des marques gravées formaient un calendrier rudimentaire. Des milliers de petites lignes verticales regroupées par 5, des années entières, marquées jour après jour. Dans un coin, 3 croix avaient été dessinées au charbon sur le mur, avec des noms et des dates. Sœur Conceição, Sœur Angelina, Sœur Louisa. Mais le plus choquant fut de découvrir un trou dans le mur, donnant accès au conduit de ventilation. À côté, soigneusement rangés, se trouvaient plusieurs cahiers, remplis d'une écriture fine et régulière. Le journal de Teresa, couvrant plus de 30 années de captivité et de survie dans les entrailles du bâtiment. Paolo ressortit, des combles, le visage blanc comme un linge et les mains tremblantes. Il tenait les preuves d'un crime qui avait traversé les décennies sans être découvert. Mais il ignorait encore si sœur Teresa était toujours vivante, cachée quelque part dans le labyrinthe de conduits et d'espaces vides qui parcouraient le vieux bâtiment. Il savait qu'il devait agir avec prudence. Monseigneur Roberto, bien que semi-retraité, restait une figure puissante, tout comme ses complices. Paolo décida de contacter directement la police fédérale plutôt que les autorités locales, suspectant que l'influence du réseau criminel s'étendait jusqu'à la police municipale. Cette nuit-là, alors qu'il rassemblait les journaux et les preuves dans son petit appartement, Paolo reçut un message inattendu. Une note glissée sous sa porte, écrite de la même écriture fine que les journaux récemment découverts. Elle contenait seulement quelques mots. « Je suis toujours là. Je vous observe. Soyez prudents. Sœur Teresa était vivante. » Et elle savait que sa longue attente touchait peut-être à sa fin. Le lendemain matin, Paolo contacta un ami journaliste travaillant pour un grand quotidien national à São Paulo. Il lui envoya des photos des journaux et lui raconta sa découverte macabre. Son ami lui conseilla de contacter immédiatement un procureur fédéral spécialisé dans les crimes financiers qui pourrait traiter cette affaire sans passer par les autorités locales potentiellement compromises. 2 jours plus tard, une équipe discrète composée de policiers fédéraux, d'un procureur et de 2 experts médico-légaux arriva à Santa Clara. Ils se présentèrent comme des inspecteurs du ministère de l'Éducation effectuant un audit de routine. Paolo les guida jusqu'au comble du collège Saint-Joseph pendant que les élèves étaient en récréation.
Le directeur, inconscient de la véritable nature de cette visite, avait facilement accordé l'autorisation, habitué aux inspections gouvernementales régulières. Dans la pièce cachée, les enquêteurs documentèrent méticuleusement chaque élément. Les journaux de sœur Louisa et de sœur Teresa furent placés dans des sacs à preuves. Les photographies des conditions de détention révélaient une histoire d'inhumanité qui s'était déroulée pendant plus de 3 décennies, directement au-dessus des salles de classe où des générations d'enfants avaient étudié. Les journaux de sœur Teresa racontaient en détail leur calvaire. La nuit de leur disparition, les 4 religieuses avaient été droguées pendant leur sommeil. Elles s'étaient réveillées dans cette pièce cachée, face au père Roberto et à 3 hommes qu'elles reconnurent comme des entrepreneurs locaux importants. Le prêtre leur avait expliqué froidement qu'elles ne quitteraient jamais cet endroit. Leurs documents concernant les malversations financières avaient été détruits. Des lettres de démission avaient été forgées et envoyées aux autorités ecclésiastiques. Des lettres aux familles, imitant leurs écritures, avaient été expédiées pour expliquer leur prétendue crise de foi. Le système de blanchiment, d'argent qu'elles avaient découvert, était beaucoup plus vaste que ce qu'elles avaient imaginé. Le collège Saint-Joseph servait de façade à un réseau criminel impliquant des politiciens corrompus, des juges véreux et des entrepreneurs sans scrupules. Des millions de dollars provenant du trafic de drogue et de la corruption étaient blanchis à travers les comptes de l'école, dissimulés sous forme de dons, de frais de scolarité ou de subventions gouvernementales. Les journaux détaillaient la lente agonie de sœur Conceição, privée de son insuline, mourant dans d'atroces souffrances au bout de quelques mois. Ils décrivaient la pneumonie qui avait emporté sœur Angelina, ses derniers mots étant une prière pour leur tortionnaire. Ils racontaient comment la tuberculose avait progressivement détruit les poumons de sœur Louisa, l'étouffant lentement jusqu'à ce que la mort vienne la délivrer. Mais les écrits de Teresa révélaient aussi une histoire de résistance extraordinaire. Après avoir découvert l'accès aux conduits de ventilation, elle avait développé un système de survie ingénieux. Elle avait mémorisé les horaires de l'école, se déplaçant uniquement lorsque le bruit des classes couvrait les sons de ses mouvements. Elle avait créé des cachettes dans différentes parties du système de ventilation, stockant de petites quantités de nourriture et d'eau. Elle avait appris à se déplacer silencieusement, devenant une présence fantomatique que certains élèves percevaient parfois du coin de l'œil. Teresa écrivait comment elle avait commencé à protéger les enfants à sa manière. Elle entendait, tout à travers les grilles de ventilation. Lorsqu'elle apprenait qu'un élève était maltraité chez lui, elle laissait des notes anonymes pour les enseignants. Quand elle découvrait qu'un enfant était intimidé, elle arrangeait de petits incidents pour distraire les harceleurs. Le plus bouleversant était son récit des visites nocturnes au potager de l'école. Teresa s'y rendait régulièrement pour prier sur les tombes anonymes de ses sœurs enterrées sous les légumes qui nourrissaient les élèves. Elle décrivait comment elle parlait doucement à ses compagnes disparues, leur racontant la vie de l'école et promettant que la vérité serait un jour révélée. Pendant que les enquêteurs examinaient les preuves, Paulo exprima sa conviction que sœur Teresa était toujours vivante, se cachant quelque part dans le bâtiment. Il montra la note qu'il avait reçue la veille. Les policiers commencèrent une fouille systématique, se concentrant sur le système de ventilation. Ils utilisèrent des caméras endoscopiques pour explorer les conduits sans les endommager. Après plusieurs heures de recherche infructueuses, ils décidèrent d'essayer une approche différente. Le procureur fédéral demanda à Paulo de s'adresser directement à Teresa à travers une des grilles de ventilation. Dans une salle de classe vide, Paulo parla doucement, expliquant qu'il avait trouvé les journaux, que les autorités fédérales étaient présentes et que Monseigneur Roberto et ses complices allaient être arrêtés. Il promit que justice serait rendue et qu'elle n'avait plus rien à craindre. Le silence qui suivit sembla interminable. Puis, un léger bruit métallique résonna dans le conduit. Une voix faible, rendue rauque par des décennies de murmures et de solitude,
répondit. Elle poserait des questions que seule une personne honnête pourrait connaître. Polo répondit patiemment à chaque question, parlant de sa mère qui avait été élève des religieuses, des traditions de l'école que seuls les anciens élèves connaissaient, des détails sur Santa Clara que seul un habitant pourrait savoir. Finalement, une grille de ventilation s'ouvrit lentement dans un coin de la pièce. Une silhouette émergea avec précaution, se dépliant avec la raideur de l'âge et des années passées dans des espaces confinés. Sœur Teresa, maintenant âgée de 75 ans, se tenait devant eux. Son apparence était saisissante. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient devenus blancs comme neige et tombaient jusqu'à sa taille. Sa peau pâle n'avait pas vu le soleil depuis 32 ans. Son corps était mince jusqu'à la fragilité, mais ses mouvements gardaient une grâce surprenante. Elle portait encore des lambeaux de ce qui avait été son habit de religieuse, rapiécé d'innombrables fois avec des morceaux de tissu récupérés au fil des ans. Mais le plus frappant était son regard. Ses yeux bleus brillaient d'une lucidité parfaite et d'une paix intérieure qui contrastait avec l'horreur de son expérience. Quand elle parla, sa voix était faible mais claire, dépourvue de toute amertume malgré les décennies d'injustice. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-elle simplement. « Mes sœurs peuvent maintenant reposer en paix. » Les heures qui suivirent la découverte de sœur Teresa se déroulèrent dans un tourbillon d'activités contrôlées. Les autorités fédérales mirent en place un périmètre de sécurité autour de l'école, évacuant discrètement les élèves sous prétexte d'un problème électrique dangereux. Sœur Teresa fut immédiatement prise en charge par une équipe médicale. Son état physique, bien que marqué par des décennies de privation, était remarquablement stable. Les médecins s'étonnèrent de sa résistance, attribuant sa survie à une volonté extraordinaire et à une adaptation progressive aux conditions extrêmes. Sur ces indications précises, les enquêteurs se rendirent au potager de l'école. Utilisant des équipements de détection non invasifs, ils identifièrent 3 anomalies dans le sol, correspondant exactement aux emplacements que Teresa avait décrits. Les excavations révélèrent les restes de 3 corps, confirmant le récit macabre des journaux. Pendant ce temps, une opération coordonnée fut lancée pour arrêter Monseigneur Roberto et ses complices encore vivants. Le vieil homme de 78 ans fut appréhendé dans sa résidence luxueuse à la périphérie de la ville. Son expression de choc lorsqu'il comprit que son crime avait finalement été découvert fut capturée par les caméras des journalistes qui s'étaient rapidement rassemblés sur les lieux. 2 des entrepreneurs originellement impliqués étaient décédés de causes naturelles au fil des ans, mais leurs héritiers, qui avaient repris le réseau criminel, furent également arrêtés. Le maire actuel, le fils d'un des complices originaux, fut appréhendé pendant une réunion municipale, sous les yeux stupéfaits des citoyens. Les ramifications de l'affaire s'avérèrent plus vastes que prévu. Les documents financiers saisis révélèrent un réseau de corruption s'étendant à plusieurs villes voisines. Des dizaines de millions de dollars avaient été blanchis au fil des décennies, finançant des propriétés de luxe, des entreprises fantômes et des comptes offshore. L'Église catholique, profondément choquée par ces révélations, envoya un représentant du Vatican pour superviser une enquête interne. Les autorités ecclésiastiques exprimèrent leur horreur face aux crimes commis et leur admiration pour le courage et la foi inébranlable des 4 religieuses. Les médias nationaux et internationaux s'emparèrent de l'histoire, surnommant Sœur Teresa la nonne fantôme de Santa Clara. Son récit de survie et de résistance silencieuse toucha profondément le public. Des milliers de lettres de soutien affluèrent de partout dans le monde. Les funérailles officielles de Sœur Conceição, Sœur Angelina et Sœur Luisa furent organisées avec tous les honneurs. Leurs restes furent inhumés dans le cimetière de la cathédrale. Leurs tombes, marquées de plaques commémoratives, détaillant leur courage et leur sacrifice. Des milliers de personnes assistèrent à la cérémonie, y compris d'anciens élèves, venus de tout le pays.
Teresa, après une période de soins médicaux intensifs et de réadaptation progressive, choisit de ne pas retourner à la vie conventuelle traditionnelle. Avec l'aide de l'Église et de donateurs privés touchés par son histoire, une petite maison fut construite pour elle, à la lisière de la forêt près de Santa Clara. Elle y créa un jardin botanique en hommage à sœur Louisa, rassemblant des plantes médicinales et des espèces menacées. Le procès de Monseigneur Roberto et de ses complices devint l'un des plus médiatisés de l'histoire judiciaire brésilienne. Les accusés plaidèrent non coupables au début, mais face à l'accumulation de preuves accablantes, plusieurs finirent par avouer, espérant des peines réduites. Le témoignage calme et précis de sœur Teresa, relatant 32 années de captivité et la mort lente de ses compagnes, ne laissa aucune place au doute dans l'esprit des jurés. Monseigneur Roberto fut condamné à la peine maximale pour enlèvement, séquestration, torture et meurtre. À son âge avancé, cette sentence équivalait à une condamnation à vie. Ses complices reçurent des peines similaires, leurs biens, mal acquis, furent confisqués, et un fonds fut créé pour dédommager symboliquement les victimes et leurs familles. Le collège Saint-Joseph, temporairement fermé pendant l'enquête, rouvrit ses portes sous une nouvelle administration. Une aile entière fut transformée en mémorial dédié aux 4 religieuses, présentant leurs histoires personnelles et leur lutte contre la corruption. Le système de ventilation fut conservé comme témoignage historique de la survie extraordinaire de Teresa, avec un parcours éducatif expliquant comment elle avait vécu pendant 3 décennies comme un fantôme bienveillant. Les élèves qui avaient bénéficié de l'aide anonyme de Teresa au fil des ans commencèrent à partager leurs histoires. Des centaines de témoignages émergèrent, racontant comment des notes mystérieuses les avaient aidés à surmonter des périodes difficiles, avaient alerté les enseignants sur des situations d'abus ou les avaient guidés vers des choix qui avaient changé leur vie. Une femme, devenue médecin renommée, raconta comment une note anonyme l'avait encouragée à persévérer dans ses études malgré les difficultés financières de sa famille. Un homme expliqua comment un message mystérieux avait permis de découvrir les abus qu'il subissait chez lui, le sauvant probablement d'une tragédie. Un ancien élève, devenu prêtre, attribua sa vocation à un message trouvé dans son livre de prière, l'encourageant à écouter son cœur. Le potager, site des 3 tombes clandestines, fut transformé en jardin du souvenir, avec des roses blanches, symbole de pureté, marquant l'emplacement où chaque religieuse avait reposé pendant tant d'années. Les légumes qui y poussaient autrefois furent remplacés par des fleurs et des plantes symboliques, choisies pour représenter les qualités des 3 femmes assassinées. La ville de Santa Clara, profondément marquée par cette affaire, dut faire face à son passé et à la complicité tacite qui avait permis à ces crimes de rester cachés pendant si longtemps. Des sessions publiques de réconciliation furent organisées, permettant aux citoyens d'exprimer leur choc, leur culpabilité et leur désir de construire une communauté plus vigilante et plus juste. Pour sœur Teresa, le retour à une vie normale fut un processus long et parfois douloureux. Habituée à se déplacer dans l'obscurité et le silence, elle trouvait souvent le monde extérieur écrasant. Les espaces ouverts lui donnaient le vertige après tant d'années confinées dans des conduits étroits. La lumière du soleil, qu'elle n'avait pas vue directement depuis plus de 3 décennies, l'éblouissait et brûlait sa peau délicate. Mais sa force intérieure, la même qui lui avait permis de survivre à l'impensable, la guida à travers cette nouvelle épreuve. Elle apprit à nouveau à marcher normalement, à parler à un volume normal, à dormir dans un lit. Elle redécouvrit le goût des aliments frais, la sensation du vent sur son visage, le plaisir simple de regarder le ciel. Teresa commença à recevoir des visites d'anciens élèves, curieux de rencontrer celle qui avait veillé sur eux comme un ange gardien invisible. Ces rencontres, d'abord difficiles pour elle, devinrent progressivement une source de joie et de guérison.
Elle écoutait leurs histoires, apprenait comment leur vie s'était déroulée et partageait avec eux des détails qu'elle avait observés depuis ses cachettes. Un an après sa libération, Teresa publia un livre racontant son expérience et celle de ses compagnes. Plutôt qu'un récit d'horreur, elle choisit d'en faire une histoire de foi, de persévérance et d'espoir. Les bénéfices furent utilisés pour créer des bourses d'études pour les enfants défavorisés, perpétuant ainsi la mission éducative qui avait été au cœur de la vocation des 4 religieuses. 10 ans ont passé depuis les révélations qui ont secoué Santa Clara. Le collège Saint-Joseph continue d'éduquer les jeunes générations, mais son histoire fait désormais partie intégrante de son identité. Les élèves y apprennent non seulement les matières académiques traditionnelles, mais aussi les leçons de courage, d'intégrité et de persévérance incarnées par les 4 religieuses. Sœur Teresa, maintenant âgée de 85, vit paisiblement dans sa maison à la lisière de la forêt. Son jardin est devenu un lieu de pèlerinage informel, visité par des personnes cherchant inspiration et réconfort. Malgré les offres d'interviews et d'apparitions médiatiques, elle maintient une existence simple et méditative. Les tombes de Sœur Conceição, Sœur Angelina et Sœur Luisa sont régulièrement ornées de fleurs fraîches, déposées par d'anciens élèves et des visiteurs touchés par leur histoire. Leurs noms ont été donnés à 3 bourses d'excellence académique, permettant à des étudiants brillants mais défavorisés de poursuivre des études supérieures. Monseigneur Roberto est décédé en prison 3 ans après sa condamnation, sans jamais exprimer de remords pour ses crimes. Ses complices purgent toujours leur peine, isolés dans différentes prisons fédérales à travers le pays. Le système de conduit de ventilation où Teresa a vécu pendant 32 ans a été en partie préservé comme témoignage historique. Une section est ouverte aux visites guidées, permettant aux visiteurs de comprendre les conditions inimaginables dans lesquelles elle a survécu, les messages qu'elle avait gravés sur les parois métalliques, des prières, des dates importantes, des noms d'élèves qu'elle protégeait, sont conservés comme des reliques silencieuses d'une époque sombre. L'histoire des 4 religieuses de Santa Clara est maintenant enseignée dans les écoles brésiliennes, comme un exemple de courage face à la corruption et à l'injustice. Des documentaires, des livres et même une pièce de théâtre ont été créés pour raconter leur histoire, veillant à ce que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Pour les habitants de Santa Clara, les événements ont déclenché une transformation profonde de la communauté. La ville, autrefois sous l'emprise d'un réseau criminel sophistiqué, est devenue un modèle de transparence et d'engagement civique. Les citoyens, déterminés à ne plus jamais permettre que de tels crimes restent cachés, ont mis en place des systèmes de surveillance citoyenne des institutions publiques. Mais l'héritage le plus durable des 4 religieuses se trouve peut-être dans les vies qu'elles ont touchées, directement ou indirectement. Des centaines d'anciens élèves, dont certains ont bénéficié de l'aide secrète de Teresa pendant sa captivité, poursuivent leur œuvre à travers des carrières dédiées à l'éducation, à la justice sociale et à la protection des vulnérables. Quant à Teresa elle-même, elle parle rarement des horreurs qu'elle a endurées. Lorsqu'on l'interroge sur la façon dont elle a pu survivre à une telle épreuve sans perdre ni sa santé mentale ni sa foi, elle répond simplement que chaque jour de survie était une victoire contre ceux qui voulaient faire taire la vérité et que chaque enfant qu'elle a pu aider depuis sa prison de métal et de bois donnait un sens à sa souffrance. La vérité, enterrée pendant 32 ans sous les planchers du collège Saint-Joseph, a finalement émergé à la lumière. Elle nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, la flamme de l'espoir peut continuer à brûler, et que parfois, les murs qui nous entourent peuvent dissimuler des histoires extraordinaires de courage et de résilience, attendant patiemment d'être découvertes.